Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'étude européenne sur la main-d'œuvre 2025. C'est une étude qu'on a menée en 2024, mais il nous a fallu un petit peu de temps évidemment pour tirer les conclusions de tous ces questionnaires qu'on a rentrés et elle a été finalement publiée en début 2025. On va aujourd'hui regarder avant tout les perspectives et les enseignements pour la Suisse. Mais avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, je vous invite à regarder sur votre écran en bas à droite, il y a un petit bouton chat. Ça va vous permettre tout au long du webinaire de poser vos questions. On vous propose vraiment de le faire de manière interactive, donc n'hésitez pas à poser vos questions, n'attendez pas la fin, vraiment posez vos questions en direct. On tâchera d'y répondre en direct aussi. Si ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas la réponse en direct, eh ben, on y reviendra à la fin, voire on reviendra vers vous éventuellement par email pour vous donner la réponse à vos questions. Je me présente, je m'appelle Carole Banyouebi. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans et demi que je travaille pour Great Place to Work en tant que consultante. Avant, j'avais une casquette d'indépendante dans le coaching et aussi dans le consulting spécifiquement sur l'intelligence émotionnelle. Une des choses qui me réjouit vraiment d'avoir rejoint Great Place to Work, c'est justement qu'on rentre énormément de données chaque année, énormément de données qu'on peut analyser, qu'on peut exploiter afin de vous redonner de la connaissance. Vous qui êtes RH ou qui êtes CIO ou consultant, c'est aussi pour vous permettre d'actionner les leviers les plus importants, les plus significatifs en ce qui concerne la satisfaction de vos employés. C'était finalement aussi une des perspectives de Robert Levering, qui était le fondateur de Great Place to Work. Il était journaliste à la base. Et après avoir fait une enquête pendant 3 ans sur qu'est-ce qui distinguait les bonnes entreprises des entreprises, on va dire un petit peu simplement moyennes, mais il a aussi voulu redonner de la connaissance en publiant un livre et puis finalement en fondant Great Place to Work avec vraiment depuis le début un attachement très très fort à la recherche et à l'analyse des données. Justement, on a fait maintenant cette étude européenne qu'on va vous présenter. J'ai le plaisir aujourd'hui de partager cette présentation avec mon collègue Roberto. Enchanté, moi c'est Roberto Formato, je suis client manager chez Great Place to Work depuis 1 an maintenant. Et ouais, je crois que Carole t'a fait une introduction parfaite, donc on peut se lancer déjà dans le vif du sujet. Ok, alors que vous sachiez aussi, là, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est quelques dias, hein. On a vraiment axé la présentation afin que ce soit une plus-value, notamment pour la Suisse, hein, vu qu'on est avant tout un public suisse aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à télécharger le rapport complet, vous verrez, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de pages, beaucoup de diapositives. Donc on n'aura pas le temps, évidemment, 45 minutes aujourd'hui de tout commenter. On va prendre vraiment les aspects qui concernent la Suisse. Si vous n'arrivez pas à scanner le QR code, vous le trouvez aussi sur notre site internet. Vous allez tout en haut, vous avez la barre de menu. Il y a un onglet qui s'appelle Ressources. Si vous déroulez le menu de ressources, vous aurez Études et rapports. Et c'est là également que vous trouvez la possibilité de télécharger ce rapport. Il suffit de renseigner votre nom, votre prénom, votre adresse email et puis vous le recevez par la suite dans votre boîte email. À savoir qu'aujourd'hui, on va quand même rajouter quelques diapos qui ne sont pas dans ce rapport parce qu'on voulait encore une fois amener de la plus-value, notamment pour notre public suisse. Donc, à la toute fin de ce webinaire, on va présenter quelques data insights de la Suisse spécifiquement. Si vous souhaitez recevoir ces dias, bien évidemment que c'est également possible. Il suffit de nous faire part de votre intérêt dans le chat et on vous envoie volontiers ces dias par la suite sur l'adresse email que vous avez notamment renseignée pour vous inscrire à ce webinaire. Magnifique. Et alors oui, comme déjà introduit par Carole, j'aimerais un peu faire comprendre pourquoi à Great Place to Work, qu'est-ce que c'est notre objectif et comment on essaye de l'atteindre. Cette étude qu'on a amenée, c'est clairement qu'une partie. On travaille beaucoup pour faire que chaque organisation devienne un endroit où il faut bon travailler pour tout et pour tous. Ça, c'est vraiment l'objectif de Great Place to Work. Et on fait ça à travers notre certification, notamment donc la reconnaissance, notre certification qui aide à attirer des talents et aussi à la rétention des employés. On facilite ce processus de compréhension de la culture d'entreprise grâce à la plateforme et aux données, à la plateforme Enpricing et au questionnaire déjà prêt dans la plateforme, avec lequel c'est possible de comprendre vraiment l'expérience des employés et comprendre sa propre culture d'entreprise, où on est fort, où on peut s'améliorer. Et c'est comme ça qu'on facilite ce processus.
Bien sûr, pour les points d'amélioration, parfois, il y a besoin du support et c'est grâce à ça, et ça, on le fait à travers nos services de consulting qui peuvent varier de consulting très ponctuel fait pour vous exprès ou des ateliers de plans d'action où on collabore avec vous, avec vos employés pour faire des actions concrètes. On essaie aussi de créer une communauté autour de Great Place to Work parce que c'est clair que nous, on a notre expertise, mais chaque culture est unique et on veut aussi que nos clients qui sont intéressés justement par la culture d'entreprise, ils interagissent, ils s'échangent des best practices, des connexions, des idées et ils interagissent entre eux et c'est pour ça qu'on crée des événements autour de Great Place to Work. Et bien sûr, comme je disais avant, le dernier point, c'est faire de la recherche et créer des nouvelles perspectives sur le thème de la culture d'entreprise, sur le bien-être des employés, pour comprendre un peu mieux comment le marché évolue et comment nous, on peut bouger dans ce marché qui évolue effectivement assez vite. Alors sur l'étude en elle-même, pour vous donner un petit peu l'idée du scope, hein, de l'étendue de cette étude européenne, donc c'est officiellement la plus grande étude européenne sur l'engagement des employés et sur le leadership. Vous voyez le chiffre, on a interrogé avec ce même questionnaire, un certain d'entre vous, vous faites partie de notre clientèle, ce même questionnaire que vous avez conduit dans votre entreprise avec lequel on a pu vous fournir une analyse de vos champs d'amélioration ainsi que de vos forces, comme le disait tout à l'heure Roberto, on a utilisé, enfin plutôt un prestataire externe qu'on a mandaté à utiliser ce même questionnaire et à interroger, de par les 19 pays qui sont mentionnés sur cette slide, environ pas loin de 25 000 salariés. Donc c'est vraiment un scope assez large. Par pays, et notamment en Suisse, on a 1500 répondants, ce qui est tout à fait honorable et ce qui nous permet d'avoir un indice de confiance qui est à plus de 95%. Maintenant, je voulais faire un petit sondage, mais j'ai oublié. Alors tant pis. Maintenant, c'est un petit peu la question de se dire, OK, on a tous ces pays avec lesquels on se compare, et où est-ce qu'on se situe en Suisse? Alors, habituellement, quand je lance ce petit sondage, je vais quand même le lancer, parce que comme ça, vous avez l'occasion aussi de participer. Voilà, vous devriez le voir notamment s'afficher à votre écran. C'est de se dire, par rapport à ce qu'on entend des évaluations faites notamment par Gallup sur l'engagement, etc., comment est-ce que vous pensez qu'on se situe en Suisse par rapport au reste de l'Europe, notamment par rapport à nos voisins les plus proches tels que la France et l'Italie? Alors, Ok, je ne vais pas vous pas faire mal. patienter un petit peu plus longtemps. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut voir les réponses du sondage? Ouais, il y a Normalement, ça 5 devrait être votes pour l'instant. publié. Pas de vote pour l'instant. On a 6 votes pour l'instant. On a 6 votes pour l'instant. OK. Et où est-ce que tu les vois? Est-ce qu'on peut les publier à l'écran ou pas? Alors ça fait partie des petites surprises techniques, hein, quand Il y a toujours. qu'on a en direct. Alors, Alors, sinon, moi, je peux les annoncer moi. On a 7 votes pour l'instant. On laisse encore 30 secondes pour répondre, peut-être. Ok, je pense que. Alors, on se situe. La majorité des personnes, donc si personne pense que la Suisse se situe dans le tiers supérieur et quelqu'un pense qu'on est sur le tiers du fond. Carole, c'est la réponse. effectivement, alors on voit qu'il y a des gens qui ont déjà fait bien leur devoir et qui ont déjà lu le rapport, hein, je pense. Effectivement, on est dans le tiers supérieur. Le tiers du fond, c'est une réponse que j'ai également aussi reçue lors d'une conférence récemment. Et c'était justement lié à Gallup, hein, qui parle de l'engagement des employés. Et effectivement, notre question est légèrement différente parce que on n'a pas, enfin, il y a aussi cette question d'engagement dans notre sondage évidemment, mais là, la question c'est vraiment au niveau de la satisfaction, ce que nous on appelle la satisfaction globale. C'est en fait la dernière question, la 60e question du questionnaire. Au bout de 59 questions, finalement, on a demandé aux salariés de se poser la question en profondeur sur certains thèmes comme la communication, comme l'ambiance d'équipe, comme le fait de tirer ou non à la même corde, comme la fierté éprouvée pour son travail. Enfin voilà, on va vraiment très profondément dans pas mal de sujets durant 59 questions. Puis ça, c'est la toute dernière où finalement on invite les salariés à faire un petit pas de recul et puis à réfléchir en se positionnant de manière globale,
en se posant la question, mais en fait, dans l'ensemble, si je dois considérer le tout, est-ce que je dis que c'est un endroit où il fait bon travailler ou pas? Et c'est par rapport à cette satisfaction finalement qu'on est assez bon en Suisse, hein, je mets un assez bon parce que tout est relatif, hein. Là, on se compare aux autres pays d'Europe. Alors effectivement, par rapport au Danemark, on est quand même quelques points en dessous, mais si on regarde par rapport à l'Italie, on est à plus de 25 points en dessous. Après, il ne faut pas se mentir, il y a clairement un aspect financier qui joue dans la satisfaction globale. On est aussi un pays de PME, on verra aussi d'autres facteurs plus loin dans cette présentation qui font que, effectivement, en Suisse, on a une main-d'œuvre relativement satisfaite. Encore une fois, je mets le relativement parce qu'on est quand même seulement à 2 tiers de satisfaction sur 100%. Si on compare tout ça à nos lauréats avec lesquels on travaille, on a encore une marge de progression certaine par rapport à l'entreprise suisse lambda. Maintenant, on nous demande souvent, Roberto, sur les salons, notamment le salon RH de Lausanne, on vient souvent vers nous quand on est RH, en nous disant, nous, on est assez convaincus du fait que c'est important d'avoir des employés satisfaits. Mais il faut convaincre le CFO, c'est celui qui a les cordons de la bourse, voire le CIO s'il n'y a pas de CFO dans votre taille d'entreprise. Donc, on nous demande beaucoup de KPI. Et grâce à cette étude européenne, on a pu rajouter un KPI. On en a déjà qui sont publiés. Vous pouvez trouver sur notre site internet par rapport aux performances financières de l'entreprise, à quel point les entreprises qui ont une certaine satisfaction surpassent en termes de chiffre d'affaires les autres entreprises. On a également des dias qui montrent l'importance de la satisfaction des employés en ce qui concerne la cotation en bourse, qui réussissent à mettre ça en évidence, à quel point quand on a des employés satisfaits, on a une meilleure cotation en bourse pour les entreprises qui sont cotées en bourse. Et là, on a rajouté un KPI supplémentaire. Et Roberto, c'est toi, le maître des finances, qui va nous présenter tout ça. Exactement. Là, on a le KPI. On met ensemble dans ce graphique 2 éléments très importants. Sur l'axe horizontal, on voit que c'est la question de la satisfaction que tu as expliqué avant. Mais sur l'axe vertical, on a la productivité, donc le PIB par heure travaillée. Et on voit qu'il y a une corrélation directe entre les deux. C'est clair, ça reste un peu la question de l'œuf et de la poule. Est-ce que on est plus satisfait parce qu'on est plus productif ou on est plus productif parce qu'on est plus satisfait? Ou les deux, ils s'influencent entre eux. Mais ça reste l'élément clair des données que la satisfaction et la productivité ont une corrélation directe. Donc, nous, on peut, comme employeur, travailler sur la satisfaction de nos employés, travailler sur notre culture pour augmenter la satisfaction des employés. Et ça, on peut le voir que ça a un impact direct sur la productivité. Maintenant, on va aussi regarder un petit peu ce qui contribue. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Travailler sur votre culture d'entreprise, ça aura un impact sur la productivité de vos employés. Maintenant, ce qu'on voulait aussi mettre en évidence, c'est un petit peu les sujets qui pêchent de manière générale dans toute l'Europe et aussi en Suisse. Et on verra que ces sujets qui pêchent quelque peu, c'est-à-dire les déclarations qui ont les scores les plus bas. Vous voyez les scores européens qui sont dans les barres qui sont en noir. Vous voyez le score suisse à droite qui est pour tous ces statements, pour toutes ces déclarations un petit peu plus élevé, mais qui est quand même pas folichon. Donc, toutes ces déclarations-là, elles ont un point commun, c'est vraiment la valorisation. Et là, on peut parler de valorisation monétaire comme non monétaire. Si on prend vraiment le score le plus bas, c'est la redistribution des bénéfices. Le temps on donne beaucoup d'argent aux actionnaires, on va dire que c'est pas fini parce qu'il y a bien évidemment encore besoin d'actionnaires. Il y a beaucoup de modèles d'entreprise qui fonctionnent comme ça, mais c'est vécu de moins en moins. De moins en moins bien par nos employés qui, quelque part, ont envie de voir une rétribution des efforts et de la sueur de leur front par rapport à l'argent qu'ils pourraient éventuellement empocher, en tout cas la redistribution de la valeur. On voit, Roberto, dans les entreprises avec lesquelles on travaille, qui sont parmi nos lauréats, on voit vraiment qu'il y a bien souvent un système de redistribution des richesses qui contribue évidemment à l'engagement et à la motivation des employés. Vous pouvez voir aussi la quatrième déclaration depuis le haut qui parle de la rémunération. Alors là, c'est un sujet qui est toujours assez délicat, la rémunération, parce que c'est évidemment
ma manière subjective d'évaluer ma rémunération. J'ai toujours envie d'être payé plus. Enfin, en tout cas, c'est ce que les RH nous disent. Ils nous disent, ouais, de toute façon, tout le monde a envie d'être payé plus, c'est bien connu. On s'estime, des fois, on s'évalue un peu au-dessus de nos réelles compétences peut-être également. Donc là, il y a un gros travail de transparence à faire par rapport à les rémunérations, si pas par rapport à la transparence des salaires eux-mêmes, en tout cas par rapport à la transparence de l'évaluation des salaires. Et déjà, rien que ça, d'avoir un système transparent qu'on puisse se dire, OK, je me situe dans ce salary band-là, ça aide énormément. Savoir aussi qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir passer à la marche supérieure, ça aide aussi énormément pouvoir se situer et puis un petit peu voir quelle est mon évaluation de carrière. Ensuite, un deuxième thème qui ressort par rapport à la valorisation, c'est aussi la sensation qu'elle est juste. Et là, on va vers les déclarations qui parlent de favoritisme et aussi des promotions. Pour les promotions, c'est un peu comme le salaire. Bien souvent, c'est une question de communication et de transparence, de savoir quels sont les critères qui ont été utilisés par rapport aux promotions. Ça, c'est très, très important. Bien sûr, j'ai toujours l'impression, peut-être en tant qu'individu qui a peut-être un peu confiance en moi, que j'aurais mérité cette promotion. Donc, c'est aussi une question où il y a quand même un fort degré de subjectivité, tout comme le salaire. Mais en travaillant sur la communication et la transparence, on peut améliorer cette sensation-là. Par rapport au favoritisme, c'est bien souvent un travail on va dire, de prévention ou d'éveil un petit peu par rapport à nos leaders et à nos managers qu'on a besoin de faire. Ben oui, quand je vais boire le café plus souvent avec un tel qu'un autre, quand je prends ma pause de midi plus souvent avec un tel qu'un autre, quand je donne des tâches qui paraissent plus intéressantes à un tel qu'un autre, aussi encore une fois, le maître mot, c'est la communication. Sinon, il peut vite avoir l'impression qu'il y a du favoritisme. Et bien sûr, ça fait souvent écho avec notre histoire personnelle. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas évident à naviguer. Même, c'est comme le salaire par rapport à nos benchmarks, à nos meilleures entreprises. C'est souvent des questions qui ont tendance quand même à avoir un score un petit peu plus bas. Mais pour autant, ça vaut la peine d'essayer de mettre toutes les chances de notre côté et travailler là-dessus. Ensuite, vous voyez vraiment tout en haut de ce graphique, vous avez la verbalisation de l'appréciation. Donc, le management apprécie, valorise le travail bien fait, tout effort supplémentaire. Et bien souvent, c'est vraiment une question de considération. C'est en fait les gens, je cite souvent un film Avatar, ils ont cette fameuse phrase à un moment donné, I see you. Si vous l'avez vu, vous vous souviendrez de ce passage un peu emblématique de ce film. C'est bien souvent juste de voir, en fait, de voir, bah oui, pour finir ce projet, tu as dû travailler plusieurs heures supplémentaires cette semaine, tu es resté tard au bureau, je sais que tu as éventuellement des enfants ou tu t'occupes d'un de tes proches, donc ça te demande toute une organisation aussi au niveau du domaine privé pour pouvoir donner ce coup de rein nécessaire par rapport à ce besoin spécifique maintenant de finir ce projet. Donc, je tenais à te remercier. Et puis, c'est bien souvent qu'on a besoin de nommer les choses de manière extensive, pas juste un merci, tu as fait du bon boulot, merci pour ton travail. C'est vraiment aussi de nommer qu'est-ce que cela a également engagé dans la vie de cette personne pour pouvoir faire ce travail supplémentaire. Donc ça, c'est aussi une formation, bien souvent, qu'on a besoin de faire par rapport à nos managers. Si on est en horizontal, c'est aussi un petit peu mettre en place les outils qui permettent cette valorisation par les pairs afin que les gens se sentent vus et reconnus. Et enfin, un dernier thème qui émane de ces quelques déclarations, c'est celui de la collaboration et celui du fait de vraiment être en lien avec le terrain, faire en sorte que les idées, les suggestions puissent remonter. Tout le monde a éventuellement des bonnes idées à apporter et en fait, on aime avoir la possibilité de contribuer. Au fond, la plupart des collaborateurs sont motivés et pour pouvoir soutenir cette motivation, on a aussi besoin d'accueillir les idées et les suggestions. Ça, c'est aussi un petit peu une question de mise en place de process à l'interne, mais aussi de sensibilisation auprès des échelons managériaux, de vraiment inviter les collaborateurs à partager leurs idées, mais aussi, et ça c'est hyper important, de les inclure dans les décisions qui éventuellement ont un impact sur leur travail. Ça, c'est notamment quelque chose qu'on voit qui devient de plus en plus important par rapport aux jeunes générations. Quand on s'imagine, on prend un pas de recul, les jeunes, depuis leur adolescence, ils ont eu en main ces fameux smartphones avec accès aux réseaux sociaux. Ils ont l'habitude, depuis qu'ils ont 12, 13, 14 ans, de commenter et de donner leurs avis sur un petit peu tout. Donc, quand tout à coup, ils arrivent et qu'ils commencent leur vie professionnelle et puis qu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir émettre des suggestions et des idées et puis qu'on leur suggère gentiment, parce que c'est encore le cas dans passablement d'entreprises, qu'il vaut mieux apprendre d'abord son travail avant d'ouvrir sa bouche.
je schématise un peu, mais ça arrive encore. On peut le lire dans certains commentaires. Donc, ça passe assez mal. Donc, il vaut mieux un petit peu être sensibilisé. Et notamment, si vous faites partie de nos clients et qu'un de ces thématiques était justement des thématiques qui étaient assez bas dans l'analyse qui vous a été rendue et les, dans les scores qui vous ont été transmis, ben, on vous encourage vraiment à travailler notamment sur ces dimensions-là. Alors, c'est pas pour mettre la pression, hein, c'est vraiment pas pour mettre la pression, mais c'est ce qu'on analyse année après année depuis 30 ans, que le bon leadership est le facteur principal de la différenciation de la satisfaction des employés. Vous l'avez vu dans ces statements, dans ces déclarations qui sont basses, il y a beaucoup d'aspects qui sont liés au leadership. Mais c'est avant tout une dia aussi pour vous encourager, parce que ce qu'on voit encore trop souvent, c'est une manière de valoriser les gens en les mettant en les promouvant dans des postes de leader, alors qu'ils n'ont pas forcément ni d'affinité pour ça, ni de compétences naturelles pour ça, et en même temps, on leur donne pas forcément non plus de formation pour pouvoir acquérir ces compétences. On dit toujours on ne naît pas leader, on le devient. C'est Simon Sinek qui dit ça. Donc effectivement, la plupart d'entre nous, on n'a pas forcément comme ça des compétences de leader naturelles. Certains, oui, tant mieux pour eux. Mais les autres, on a besoin de formation spécifique par rapport à ça. Donc, c'est ce qu'on voit encore trop souvent, c'est justement des experts qui sont parachutés dans des postes de leader et de manager sans avoir reçu de formation ou pas parce qu'on n'a pas d'autre finalement manière de valoriser ça. Donc il y a deux réflexions à se faire, c'est est-ce qu'on forme suffisamment de managers? Et puis par rapport à ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut vous aider. On a des formations qui s'adressent aux nouveaux managers. On a des formations qui s'adressent aussi à ceux qui ont déjà pas mal d'expérience mais qui ont besoin de parfaire leur leadership. Donc ça, c'est une première chose. Et puis l'autre question à se poser, je pense qui est intéressante, c'est de se dire, mais est-ce qu'on n'a pas d'autre manière de reconnaître notre personnel que de les mettre dans une posture de leadership, alors que peut-être ils ont avant tout une casquette d'expert. Il vaudrait mieux pouvoir trouver une manière de les valoriser en tant qu'experts. Carole, on a peut-être une question très intéressante de la part de Madame Niedger. J'espère de bien le prononcer. Désolé si j'ai mal prononcé votre nom de famille. Comment gérer la déception des collaborateurs qui ont été inclus dans la prise de décision et qui est effectivement cette décision était importante pour leur travail, mais pour des raisons spécifiques, ça va pas dans la direction qu'ils souhaitent. Alors, c'est une excellente question. Merci beaucoup pour cette question. C'est vrai que c'est toujours des moments délicats, hein, parce que quand on inclut les collaborateurs dans la prise de décision, on crée aussi des attentes. Alors, je crois que le maître mot, encore une fois, c'est la communication. C'est aussi de pouvoir dire dès le début du process qu'on va peut-être pas pouvoir satisfaire tout le monde. Aussi être assez honnête sur la marge de manœuvre réelle. Parce que c'est quelque chose aussi, malheureusement, que je vois, c'est un petit peu à la mode dans la gestion du changement, c'est d'inclure les gens dans le changement. Alors que parfois, tout est déjà décidé en amont. Donc, aussi peut-être avoir un petit peu cette honnêteté dès le départ sur la marge de manœuvre réelle que vont avoir les collaborateurs par rapport à cette prise de décision. Parfois, il y a certains groupes que l'on consulte, mais c'est un groupe parmi 10 autres groupes, donc aussi pouvoir donner un peu la perception du poids que va avoir ce groupe de travail-là par rapport aux 10 autres groupes. Donc c'est un petit peu à la fois de la prévention, et puis après, c'est d'une fois que la décision est prise et qu'elle ne va pas dans le sens de ce que les gens auraient souhaité, dans le sens de ce qu'une partie des personnes qui ont été consultées par rapport à cette décision, que ça ne va pas dans leur sens, c'est aussi de pouvoir expliquer finalement quels ont été les critères décisifs par rapport à cette décision. Est-ce qu'il y avait des critères qu'on n'avait peut-être pas énoncés au moment où on a demandé ce groupe de travail et qui sont, soit qu'on n'a pas énoncé dès le début, soit éventuellement qui sont malheureusement arrivés par la suite. Ça peut être des critères économiques, évidemment. On ne peut pas tout prévoir, hein. Les choses vont extrêmement vite dans le monde économique actuel, donc peut-être des critères qu'on n'a pas pu prévoir. Peut-être qu'il y a eu, si on appartient à un grand groupe, une nouvelle policy, comme on les appelle, hein, qu'on adore, cette nouvelle policy, qui est rentrée en vigueur et qui a un petit peu couper l'herbe sous le pied, comme on va dire, de ce qu'on avait mis en place par rapport à notre filiale. Donc, encore une fois, je pense que le maître mot, c'est la transparence, c'est l'honnêteté dès le début sur la marge de manœuvre réelle, la communication authentique et la plus vraie possible par rapport à ça. Et par la suite, encore une fois, essayer d'expliquer. Et je pense que par rapport à ça, c'est aussi de réussir à
à ne pas mettre un masque, hein. C'est possible que si vous êtes la RH ou la RH business partner qui inclut des gens dans la prise de décision, ben, vous soyez déçu par rapport au fait que la décision elle va pas dans le sens. Et puis je crois que c'est aussi assez légitime de pouvoir dire que effectivement vous avez été déçu, que vous n'aviez pas forcément la marge de manœuvre hein, que vous aviez espéré par rapport à ça. Donc encore une fois, authenticité, transparence et communication, je pense. Je ne sais pas si Roberto, tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à ça. Ouais, Je ne sais pas si aussi absolument. Madame Lidegger, ça répond à votre question. Je suis totalement d'accord avec toi. La gestion des attentes et la clarification du pourquoi un choix a été fait, c'est les éléments principaux à prendre en considération. Et ça, si je peux me lier à la prochaine slide, c'est effectivement beaucoup plus facile si on a euh, tout ce qu'on disait avant, donc un leadership de confiance ou un haut niveau, où les collaborateurs ont un haut niveau de confiance vers leurs dirigeants. Et c'est effectivement ce qu'on mesure. On met beaucoup l'accent là-dessus. Et c'est aussi ce qu'on mesure le plus dans notre questionnaire parce que ça commence vraiment de là. Et ça a été prouvé par les 30 ans d'expérience de Great Place to Work. Et les dimensions, effectivement, qu'on va considérer quand on mesure cette confiance, c'est la crédibilité du leadership. Donc, tenir les promesses, montrer une compétence dans le leadership, être authentique et honnête, ça, c'est les éléments principaux. Et ça aide aussi à faire passer des messages quand les choses ne vont pas comme on souhaitait ou on a planifié. Le deuxième aspect, c'est le respect vers les employés. Donc, montrer un vrai respect et gagner du respect en prenant soin des employés. Prendre soin des employés, ça veut dire voir les efforts, oui, mais aussi leur donner, par exemple, les outils nécessaires pour faire leur travail. On sait que souvent, on a des problèmes opérationnels juste parce qu'on n'a pas le logiciel adapté au travail qu'on souhaite faire. Mais en plus du logiciel, il y a aussi toute la partie d'autonomie qui est, on sait, personne aime être micromanagé. Donc, il faut s'éloigner de ces pratiques-là et donner la confiance en premier pour recevoir la confiance comme leader. Je dois aussi donner de la confiance à mes employés, montrer le bon exemple. Et dernièrement, on a l'équité qui est ça c'est l'élément où vraiment toutes les pratiques offrent aux employés la possibilité d'être reconnus, comme tu disais bien avant, Carole, ICU. C'est vraiment ça, voir les efforts spécifiquement des employés et leur donner la possibilité d'être épanouis et reconnus à tous les niveaux et peu importe leur background ou quel niveau hiérarchique ils sont. Et ça, c'est aussi important que ce soit égal pour tous les cadres. Ça ne doit pas être un manager qui fait ça, un manager exceptionnel. Ça doit être vraiment quelque chose qui fait partie de la culture de l'entreprise et donc que le style managérial de l'entreprise se soit aligné. Et pour ça, c'est clair que parfois, il faut de la formation pour les managers, pour apprendre à comment gérer les projets, notamment si on est dans un domaine à fort compétences techniques, c'est souvent le cas qu'on a des managers très forts techniquement, mais qui ont besoin de formation de niveau vraiment managérial. Et oui, donc, comme je disais, c'est important d'être aligné. Il y a des différences pour cet alignement entre la confiance ou la proximité des managers et comment les employés y voient cette proximité. Au niveau des pays, on n'a pas des énormes différences. Donc, c'est pas ça qu'on va regarder spécifiquement, mais cette fois, on va se concentrer plus sur les secteurs. Donc, les données, c'est toujours au niveau européen, mais là, on se concentre sur différents secteurs. On voit que sur l'axe vertical, cette fois, on a l'écart de proximité. Donc, qu'est-ce que c'est cet écart de proximité? Tout d'abord, il faut clarifier qu'est-ce que c'est la proximité du leadership. On a pris 11 déclarations de notre questionnaire et notamment les déclarations, ils vont toucher des thèmes comme la confiance et l'autonomie dont on a discuté avant, la participation à la prise de décision,
l'ouverture et la communication du management, donc la transparence dans la descente d'informations et s'ils sont approchables ou pas, l'appréciation pour le travail bien fait et les efforts supplémentaires, le côté humain, donc de l'intérêt vraiment pour l'individu, aussi si on voit que quelqu'un a beaucoup trop d'heures supplémentaires, être les premiers à dire hey, t'es sûr que ça va, je sais qu'il y a beaucoup de boulot, mais c'est important aussi d'avoir un équilibre. Pousser les gens à avoir un équilibre et pas aller en burn-out, c'est aussi un peu le rôle des managers et quelque chose auquel il faut faire gaffe. Créer une culture de l'erreur, c'est aussi un autre des éléments pris en considération parce que non seulement ça favorise l'innovation, mais ça donne aussi la possibilité aux gens d'essayer de trouver de nouvelles solutions, de s'investir pour trouver de nouvelles solutions. Parce que finalement, s'ils font le travail tous les jours, souvent, eux, ils voient des détails qu'on ne connaît pas nécessairement et ils pourraient nous donner comme manager des informations auxquelles on n'est pas nécessairement au courant. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Cette proximité, donc que je viens d'expliquer, a été mesurée pour les managers et pour les employés séparément. Et après, ils ont fait un ratio entre les deux. Et c'est ce qu'on trouve dans l'axe vertical. Clairement, vu qu'il s'agit d'un ratio, le plus petit est, le mieux c'est, parce que ça veut dire que les managers et les employés, ils sont alignés. Ils ont le même point de vue. Et c'est ça qu'on veut, qu'on va tous dans la même direction. Donc, si on regarde un peu les différents carrés, le premier, on a donc un ratio très élevé et l'évaluation des compétences managériales de la part des salariés est évaluée comme assez basse. Dans le premier carré, on voit qu'en gros, la situation, c'est les employés ne sont pas le management comme proche, mais le management ne voit pas le problème. Donc, il y a cette distance entre les deux groupes. Dans le deuxième carré, donc à droite, les employés, ils apprécient beaucoup l'effort des managers et la proximité des managers, mais le management, il se surestime un peu par rapport aux efforts qu'il est en train de faire. Peut-être dans des situations comme ça, on pourrait trouver aussi juste des problèmes de communication et c'est aussi quelque chose à considérer. Juste clarifier qu'est-ce que sont encore une fois les attentes, qu'est-ce que est en train d'être accompli dans le background que peut-être cette fois les collaborateurs ne sont pas capables de voir. Et encore une fois, c'est au leader de présenter ça. Dans le troisième carré, on a une proximité faible avec la direction, les managers, mais les managers, ils reconnaissent ça, ils sont conscients du problème. Donc, c'est sur ça qu'on les trouve alignés, mais quand même avec alignés dans une situation négative. Donc, c'est pas la situation idéale, c'est ce qu'on trouve plutôt dans le domaine de services professionnels et de l'immobilier. Donc, le quatrième carré, où on a les employés qui apprécient la proximité du management et le management qui est proche des employés parce qu'il est à l'écoute de ses employés. Magnifique. Merci Roberto pour cette explication sur une diapo qui n'était pas forcément évidente à comprendre du premier coup d'œil. Donc vous l'aurez compris, la culture est le moteur de la performance et la culture commence vraiment avec le leadership. On va voir quelques KPI supplémentaires, en quoi ça vaut la peine d'avoir un bon leadership. On a déjà parlé de la satisfaction des employés, mais vous voyez également que ça influence vraiment de manière significative la fidélisation des employés, donc la rétention, sachant qu'on est dans un monde qui bouge énormément, où la guerre des talents quand même sévit dans certains secteurs, c'est vraiment quelque chose d'important. On estime à entre 6 mois et 2 ans de salaire en fonction de l'expertise de la personne qui part, en termes de coûts cachés pour l'entreprise, de remplacer quelqu'un justement, un expert qui part. Donc c'est entre 6 mois et 2 ans de salaire en coûts cachés, d'où l'importance d'augmenter la rétention. La recommandation, c'est avoir des employés qui deviennent des ambassadeurs de la marque auprès de leur network. Et enfin, la satisfaction client, c'est déjà Richard Branson qui le disait, si vous voulez que vos employés prennent soin de vos clients, bah, prenez soin de vos employés. Donc ça s'avère vraiment, vraiment vérifié et vérifiable. Mais pour autant,
Il y a des défis, n'est-ce pas, Roberto, dans le contexte européen? Oui, bien sûr, les défis sont bien décrits là. La rétention, le travail hybride et la sécurité psychologique, c'est pas étonnant, c'est des thèmes qui reviennent toujours. Et est-ce que tu pourrais nous donner quelques détails en plus? Oui, notamment sur la rétention. Et on voit que le challenge, il se situe notamment chez la population la plus jeune, hein. Donc rien de surprenant non plus là-dessus, non, notamment à cause du changement un petit peu du marché de l'emploi. Il n'y a plus personne qui s'imagine aujourd'hui, quand ils arrivent dans leur première place, qu'ils vont rester là jusqu'à leur retraite. Je crois que ça, on peut faire le deuil, à part quelques cas, quelques exceptions qui confirmeront la règle, mais sinon, je crois que les jeunes qui arrivent sur le marché, les jeunes jusqu'à 35 ans, donc hein, c'est encore des jeunes, ils savent qu'ils n'auront pas le même employeur jusqu'à leur retraite. Donc la question qui se pose un petit peu, c'est de dire comment est-ce qu'on va pouvoir finalement influencer cette rétention afin d'éviter ces coûts cachés, puis aussi de garder un petit peu l'expertise, hein. Souvent, on forme les gens pendant 2 ans, ils deviennent enfin, on va dire, rentables, si on veut utiliser ce genre de terme, et puis on les perd. Et grâce à cette étude européenne, on peut mettre en évidence quelques facteurs qui aident à la rétention, notamment le travail hybride. Alors c'est un grand débat, je sais, hein, on voit régulièrement dans la presse des entreprises qui rappellent tout le monde dans les bureaux. Donc voilà, c'est un grand débat, mais on voit qu'il y a vraiment un écart de souhaitabilité, on va dire, entre ce que voudrait l'employeur, hein. L'idéal de l'employeur, si on le voit dans le petit carré en bas à gauche, c'est d'avoir encore les employés sur site, hein. La plupart des employeurs ont peut-être aussi un certain âge, un peu cet idéal d'avoir les gens sous la main, éventuellement. Et quant aux employés, on voit que leur idéal à eux, et vous le voyez dans le carré en haut à droite, c'est finalement d'avoir une situation qui permet un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Parce que ce qui se cache derrière cette question du travail hybride, c'est avant tout ça, hein. C'est une manière, et on l'a vécu de manière assez brutale durant le Covid, de manière forcée, mais on a aussi appris que ça permettait finalement de mieux concilier vie privée et vie professionnelle. Donc les employés, ils souhaitent cela maintenant à 57%. Donc on voit qu'il y a quand même un écart assez grand entre ce que souhaite l'employeur et ce que souhaite l'employé par rapport à ça. Maintenant, c'est bien joli, mais on ne peut pas toujours faire du travail hybride. Si on regarde les chiffres en Suisse, on est à 31% de travail hybride et à 13% de travail à distance. Donc en tout, on a 44% de la population qui travaille finalement de manière hybride. Mais comme on le disait, ça influence la rétention, mais pas tout le monde peut le faire ça. Donc pour voir à quel point ça influence la rétention, je vous montre ces chiffres-là. Donc vous voyez que le travail hybride, il y a 50% des gens qui bénéficient du travail hybride qui sont satisfaits de travailler là où ils sont. Et on passe à seulement 44% si on est uniquement sur site. Et à distance, ce n'est pas non plus la solution, hein. Souvent, quand on est complètement à distance, c'est difficile de créer vraiment de la loyauté, de la fidélisation et un esprit d'équipe. Donc là, on passe à 37%. Et encore une fois, on ne peut pas tous permettre le travail hybride. Il y a certaines branches professionnelles qui le peuvent, puis d'autres pas. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire, Roberto, dans le cadre où on travaille dans les soins, on travaille dans la production et on peut pas proposer ce travail hybride à nos employés, mais on aimerait quand même pour autant permettre une rétention, enfin favoriser une rétention supérieure. Oui, alors, comme d'habitude, l'idée principale, c'est de se confronter avec ses employés pour comprendre qu'est-ce que c'est les besoins. Par exemple, on a un exemple de la police de Zurich ils ont appliqué le travail hybride pour certaines tâches. Donc, c'était pas basé sur des jours par semaine en télétravail, mais c'était plutôt basé sur le fait, ces tâches-là, vous pouvez les faire aussi chez vous. Et ça a déjà permis une première approche au travail hybride, montrer une volonté d'aller vers les collaborateurs. Mais un autre exemple peut-être encore plus parlant pour la production, que c'est notamment très compliqué de faire du télétravail si on a besoin de machines et de matériel. Un de nos clients, ils ont la majorité de la production, ou la période où ils font le plus de production, c'est le printemps. Et en été, ils ont un peu moins de travail. La majorité de leur force travail arrive de l'Europe de l'Est et ils aiment bien retourner dans l'Est pour les vacances. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté un peu les heures pendant la période de printemps pour faire face aussi à la production, pour faire des vacances d'été un peu plus longues. Et les collaborateurs, ils ont vraiment beaucoup apprécié parce que
Comme ça, ils avaient la possibilité de faire, à la place que 2 semaines chez la famille, un mois, 3 semaines. Et ça, c'est quelque chose qui a été vraiment apprécié. Donc, on voit que c'est pas de 0 à 100 qu'on doit faire le travail hybride ou être complètement flexible et trouver 10 000 solutions impossibles. C'est vraiment de se confronter avec les employés et comprendre, faire un effort pour comprendre les besoins primaires pour eux et trouver des solutions dans ce sens-là. Un autre challenge hein, qu'on voit, c'est la sécurité psychologique. Donc, c'est un thème qu'on parle de plus en plus. Et pour autant, on voit que la performance des pays n'est pas encore mirobolante en ce qui concerne la sécurité psychologique. Donc, en 2 mots, c'est quoi? C'est le fait de se sentir suffisamment en sécurité pour émettre des idées, des suggestions, des feedbacks, des critiques, sans avoir peur d'avoir le retour de manivelle. Donc, c'est ça la sécurité psychologique. On voit qu'en Suisse, on est encore une fois dans le tiers supérieur, mais que à 59%. Donc, il n'y a que 6 personnes sur 10 qui se sentent en sécurité dans leur travail, ce qui est vraiment assez faible, sachant que ça a un impact sur l'innovation et l'adaptation au changement. Donc, c'est aussi quelque chose que nous, on propose comme soutien, vraiment d'avoir une sensibilisation, que ce soit auprès des managers ou par rapport à des équipes qui ont un petit peu plus de peine par rapport à ça, et des actions de sensibilisation, voire des formations qu'on peut proposer. Donc ça aussi un aspect important, la sécurité psychologique sur tous ces aspects-là, sur ce KPI, donc encore une fois la satisfaction, la fidélisation des employés, le fait d'être un ambassadeur pour la marque et aspect quand même très très important, le changement et l'innovation selon la branche économique dans laquelle vous êtes actif. C'est absolument essentiel d'avoir un taux d'innovation assez élevé. Donc la sécurité psychologique, c'est vraiment une manière assez directe d'influencer cela. Mais je vous avais promis quelques KPI, quelques données un petit peu plus centrées sur la Suisse, et c'est ces dias-là qui ne font pas partie du rapport que vous avez pu télécharger sur le site internet. Donc pourquoi est-ce que la Suisse est dans le peloton de tête? Que vous a présenté tout à l'heure Roberto, je ne vais pas vous réexpliquer les axes, mais vous voyez que la Suisse, elle se situe dans le carré numéro 1, c'est-à-dire qu'on a une relativement bonne proximité entre le management et les employés, relativement parce qu'on peut toujours évidemment progresser. On a aussi des sujets à fort impact pour lesquels on est fort. Donc, je vous ai parlé en introduction du salaire. Vous voyez là la différence de satisfaction par rapport à la rémunération entre l'Europe et la Suisse. Hein. On reste à seulement 55%, mais on est quand même 10% de mieux que dans le reste de l'Europe. Et le fait de traiter les gens de manière respectueuse, là, vous voyez aussi un écart assez important. Et la sécurité psychologique, encore une fois, sujet qu'on vient d'aborder, vous voyez aussi un écart assez important, même si ça reste un sujet à travailler. On est quand même relativement meilleur que le reste de l'Europe. C'est en lien avec la proximité, c'est en lien avec le respect du management, c'est sûr. C'est des sujets qui se répondent. Vous voyez là le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure des 44% par rapport à la proportion de personnes qui sont autorisées à travailler soit en hybride, soit complètement en remote. On a aussi établi tout à l'heure que c'était en lien avec le degré de confiance que le management il a par rapport à ses employés, et vous le voyez là représenté sur cette dia-là. Maintenant, l'entreprise suisse, même si on peut être fier dans le tiers supérieur, on a encore vraiment beaucoup de progrès à faire hein, par rapport à l'entreprise suisse lambda, par rapport à nos lauréats. Donc, c'est cette comparaison-là qu'on s'est amusé à faire, c'est de dire, voilà, le benchmark qu'on a grâce à cette étude européenne, quels sont les sujets où il y a le plus d'écart par rapport à nos lauréats. Donc, nos lauréats, c'est ce qu'on appelle nos best workplaces. C'est non seulement les entreprises qui ont été certifiées Great Place to Work, mais qui ont été choisies comme étant les meilleurs par rapport aux entreprises certifiées dans leur catégorie de taille. Donc, il y a 4 sujets. Il y a la fiabilité et la proximité du management. Même si on est relativement bon par rapport au reste de l'Europe, ça reste le facteur différenciateur vraiment important. L'exemplarité des leaders étant un deuxième facteur. La considération des employés, on l'a évoqué tout à l'heure et je vous ai motivé à vraiment travailler là-dessus si c'est un sujet qui pêche un peu de votre entreprise. Et enfin, le fait d'avoir une atmosphère saine et solidaire. Par rapport à la fiabilité et les proximités du management, je vous ai mis là toutes les déclarations pour lesquelles on a un écart vraiment, vraiment important. Vous voyez qu'il y a le côté d'équité hein, par rapport aux promotions qui revient, mais aussi la cohérence entre les discours et les actions, le fait de tenir ses promesses, d'être finalement fiable hein, et de sentir qu'il y a une certaine proximité, qu'on s'intéresse à moi, encore une fois, en tant que personne. Vous voyez que pour toutes ces déclarations, il y a pour certaines plus de 30% d'écart, mais en tout cas plus de 20% d'écart par rapport à toute cette déclaration. Donc, tous des domaines où on peut progresser pour s'approcher vraiment d'une qualité de culture d'entreprise qui
qui génèrent la confiance. Par rapport à l'exemplarité des leaders, encore une fois, un sujet sur lequel les jeunes sont particulièrement intransigeants. Hein. Il y a quelques années, on parlait du greenwashing, maintenant on peut parler du leadership washing ou de l'exemplarité washing. Donc c'est vraiment quelque chose, il y a des valeurs et que ces valeurs ne sont pas personnifiées par les leaders, c'est quelque chose qui crée de la dissonance cognitive et c'est quelque chose pour lesquels les jeunes sont clairement allergiques et ils ne vont pas rester très longtemps dans l'entreprise s'il y a ça qui s'évite au sein de l'entreprise. Donc l'importance de former encore une fois les leaders, de les sensibiliser et qu'eux personnifient vraiment les valeurs de votre entreprise. La considération des employés, c'est vraiment d'être en lien avec le terrain par rapport encore une fois aux idées, aux suggestions, voire aux décisions qui les impactent. Et enfin, l'atmosphère saine et solidaire, c'est vraiment d'avoir d'un côté la possibilité de créer de la solidarité en fêtant des événements qui sortent de l'ordinaire, mais aussi d'être absolument intransigeant par rapport à des pratiques qui pourraient ressembler à de la manipulation ou à des coups bas au sein de l'entreprise, voire au sein de certaines équipes spécifiques. Et Roberto, je te passe la parole pour le mot de la fin. Oui, merci. Alors, on a dû un peu accélérer vers la fin pour pouvoir dire tout, mais c'est si vous devez retenir trois choses de cette présentation, c'est vraiment les trois là. Soyez à l'écoute de vos collaborateurs, pas une fois, mais vraiment tout le temps et régulièrement. Privilégiez un endroit de travail de confiance. Faites confiance à vos collaborateurs, ils vont vous remercier et ils vont vous retourner la confiance et les deux ont besoin de ça. Et promouvez l'innovation grâce à la sécurité psychologique. Si j'ai la sensation que je peux parler, que je peux sortir mes idées, je vais aussi m'investir et proposer des nouvelles façons de faire. Donc on veut rester quelques minutes en ligne pour les questions si vous en avez, ceux qui doivent partir parce que c'est effectivement l'heure, n'hésitez pas à partir. Merci de votre présence aujourd'hui. Je vous remets le QR code pour télécharger le rapport. N'hésitez pas à le faire ou à revenir vers nous si vous souhaitez ces dias supplémentaires. En attendant, moi je vous remercie aussi de votre présence. Donc on se tient à disposition encore quelques minutes pour d'éventuelles questions que vous pouvez écrire dans le chat. Au revoir Monsieur Battisti, avec plaisir. Merci. Au revoir Coralie. Si certains ont des questions, on reste encore quelques minutes et sinon, on peut volontiers vous souhaiter un bon appétit. Je pense qu'on a tous faim et une excellente suite de journée. Donc, je crois qu'il n'y a pas de questions. Je ne vois pas quelqu'un qui est en train de taper non plus une question dans le chat, quoique Malvina est en train de taper quelque chose. Donc, on va quand même encore attendre quelques minutes. Bonjour Malvina. Je crois que c'est vraiment des au revoir qui se tapent dans ce chat. Donc moi, je vous souhaite aussi également un bon appétit. Au revoir encore une fois. Merci Roberto pour ta participation à ce webinaire. Merci à J'ai pris toi. plaisir à l'animer avec toi. Et on se retrouve lors d'un prochain événement. Bonne journée à tout le monde.